L'indice S&P 500 du marché action américain est aussi cher qu'à la fin de l'année 2021 en termes de valorisation et à la fin, et à l'époque, la fin du bull market. Alors, le traditionnel rallye de fin d'année est-il menacé par cette valorisation excessive? Point complet sur le plan technique et le plan fondamental. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle édition du Top Gun. Nous allons parler du S&P 500 qui a été boosté depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Alors, suivant sa tendance haussière de fond, suivant le décompte héliotiste que je vous propose maintenant depuis plusieurs mois, que je vais mettre à jour dans cette vidéo, mais clairement, alors que Donald Trump n'a toujours pas pris les rênes du pouvoir, le marché se projette sur une dérégulation massive, des baisses d'impôts. Bref, le marché américain a été soutenu. Au contraire, les actions européennes, les actions internationales ont souffert du fait de cet arbitrage favorable aux actions américaines. Mais voilà, j'ai fait un tour d'horizon de toutes mes métriques de valorisation. Et à quelques points près, nous sommes revenus exactement. Le marché action américain est revenu exactement au même niveau de valorisation que le mois de décembre 2021. Reprenez vos graphiques. Ce fut à l'époque, mais dans un contexte global macro différent, le point de départ du bear market de 2022. Alors que là, les actions rentrent dans leur saisonnalité favorable, dite du rallye de fin d'année. Dans cette vidéo, je vous remontre toutes les statistiques. Et donc, s'oppose d'une part cette valorisation excessive, cette cherté. Alors, le marché action américain a déjà été beaucoup plus cher. Et vous allez voir qu'en fait, c'est biaisé. Finalement, il n'est pas si cher que ça. Voilà, je vous donne déjà une partie de la réponse de la vidéo. Bon, bref, allez, je vous annonce les parties. Et nous passons à ce boulot, à ce travail, les amis, d'analyse. First Ports. Oui, le S&P 500 est exactement, et selon plusieurs métriques, revenu à son niveau de valorisation de fin décembre 2021. Sauf que c'est biaisé. Et oui, c'est biaisé. Et en réalité, vous allez voir que la profondeur du marché n'est pas si chère que ça. Second part, la prime de risque dans le sens prime, on augmente risque actif, risqué, action crypto. La prime de risque est-elle déjà épuisée 10 jours après la victoire de Trump? 2025 sera l'année du reality check, on fait un point. Troisième partie, le S&P 500 va-t-il vivre, ou peut-être les actions européennes, sait-on jamais, leur traditionnel rallye de fin d'année? Mais qu'est-ce que c'est que ce rallye de fin d'année? Vous allez voir. C'est juste des statistiques. C'est des maths de base. Bon, c'est un peu plus compliqué que l'addition, la division, la soustraction, ce que vous voulez. C'est juste le cours de base de statistiques. Vous savez calculer des moyennes. Eh bien, calculer des moyennes par période. Effectivement, on trouve des choses sur novembre, sur décembre. D'ailleurs, pour le marché action et le marché des crypto-monnaies. Alors, bon, on va regarder ça. La performance est déjà intéressante à mi-novembre. Mais, en clair, est-ce menacé par la valorisation excessive du S&P 500? Et quatrième partie, point complet, analyse technique suivie de mon décote Elliott sur le S&P 500, analyse quantitative, analyse du sentiment du marché, c'est parti. Le S&P 500 est aussi cher que fin 2021 et la fin du bull market à l'époque, le rallye de fin d'année est-il menacé? Porté par les perspectives de dérégulation et de baisse d'impôts, le S&P 500 affiche maintenant des valorisations comparables à fin 2021, annonciatrice à l'époque de la fin du bull market. Bon, naturellement, à l'époque c'était aussi le début de la seconde vague d'inflation. Je ne fais attention pas à la comparaison. Je vous dis simplement qu'en termes de valorisation, nous avons retrouvé l'état des lieux de fin 2021. Mais ce n'est pas parce que nous avons retrouvé en termes de valorisation l'état des lieux de fin 2021 que la structure de marché est la même, que l'inflation est la même, que la croissance économique est la même, que la politique est la même, que la situation géopolitique est la même. Simplement, la valo. Et les institutionnels regardent la valo. Donc, c'est quand même un critère qui me semble important. Examinons cela sous l'angle fondamental et sous l'angle technique afin de déterminer si le traditionnel rallye de fin d'année, je dis bien traditionnel, ça ne veut pas dire obligatoire, est menacé. Les 4 parties, je vous les ai annoncées en introduction, elles sont ici affichées à l'écrit pour ceux qui aiment lire.
Vous me dites si ça ne vous plaît plus que je mette les choses à l'écrit. Première partie, la valorisation du marché US rappelle la fin du bull market de décembre 2021. Oui, mais attention, c'est biaisé. Et vous allez découvrir dans la première partie pourquoi c'est biaisé. La prime de risque Donald Trump est-elle bientôt épuisée? On s'emballe un peu, les amis. Il prend le pouvoir le 20 janvier prochain. Et puis, Trump, c'est beaucoup de la gueule. On verra bien ce qu'il met concrètement en place. Bon, bref, mais est-ce épuisé et en quoi consiste la prime de risque de Donald Trump? Le S&P 500 peut-il vivre son traditionnel rallye de fin d'année? S&P 500, analyse technique sur tous les horizontaux, analyse quantitative, analyse du sentiment du marché, suivi de mon décompte Elliotiste en vague, suivi de mon décompte Elliotiste en vague d'Elliott, haussier que je vous propose depuis des mois. Mais oui, nous allons donc l'actualiser. Je commence par un point d'exclamation. Et oui, un point d'exclamation. Parce que la valorisation du marché US rappelle fin 2021. Que ce soit en termes de PE Forward, de PE Chiller, de Price to Book, de Price to Sales, de Warren Buffett Indicator. Mais là, c'est vraiment millimétré. Nous y sommes, comme fin 2021. Alors, il faut que je vous montre ça, et puis je vais vous expliquer qu'en fait, il n'y a pas vraiment de... On ne peut pas... Il y a une expression que j'aime bien. Moi, j'aime mes petites expressions que je place à souvent, un peu partout. On ne peut pas comparer les choux et les carottes. Avez-vous personnellement un potager? Avez-vous, dans votre potager, faites-vous pousser des choux et des carottes? Est-ce que vous voulez mélanger? Ben non. Chacun s'arranger, chacun ses conditions naturelles, chacun ses conditions de croissance. Bon. Chacun ses conditions de récolte. Alors, les critères. Nous allons passer en vue. Concentrez-vous sur la première partie du tableau. Cette seconde partie technique, je n'en parle pas aujourd'hui. Concentrez-vous sur la première partie du tableau que j'ai actualisé. Donc nous parlons donc de l'indice S&P 500 qui est donc sur ses records historiques. Fin 2021, nous étions ici. Ce que je vais vous montrer, c'est que nous avons retrouvé en termes de valorisation exactement les mêmes ratios de valo que ici. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Que se passe-t-il? Bon, il y a un sujet. Il y a donc un sujet. Un sujet parce que nous avons retrouvé, et vous allez les voir dans un instant, ces ratios de valo, à peu de choses près, les mêmes valorisations. Donc, c'est-à-dire que un ratio de valorisation permet de juger de la cherté relative d'un marché action. Nous avons les mêmes qu'ici. Ce fut le départ d'un bear market. Voilà, ce sera différent, vous allez voir pourquoi. Mais déjà, regardons tout cela. Alors, commençons par le PE Chiller, qui est, je pense, vous savez, si je devais faire un choix entre le PE Chiller, dites-moi si vous n'êtes pas forcément d'accord, vous avez les commentaires pour vous exprimer librement, que vous soyez d'accord, pas d'accord, ce que fait Vincent c'est bien, ce que fait Vincent c'est pas bien, moi je prends tout, vous savez. J'ai une sérénité la plus totale, et en faveur de la liberté d'expression, et de la transparence aussi. Le PE Chiller, le Price to Book, le Price to Sales, le Buffett Indicator, le PE Forward. Je pense qu'il faut avoir, si je devais en retenir deux, je prendrais le PE Chiller et je prendrais le PE Forward. Pour faire un exercice de comparaison, d'accord? En termes de PE Chiller, donc c'est le prix du marché rapporté à la moyenne des bénéfices des 10 dernières années retraitées de l'inflation, donc il n'y a pas de bullshit. On ne se projette pas sur un truc qu'on estime au doigt mouillé. Là, ce sont les bénéfices réalisés. Bon, ils ont peut-être été truqués, ça c'est un autre sujet, mais les bénéfices réalisés. Et donc, le marché est très cher. Il est, et oui, il est à son record. Il est exactement, regardez. Vous avez le PE Chiller du SP500. Il est exactement à son niveau de fin 2021. En termes de valo, qui fut donc, à l'époque, le point bas du bear, une grande vague 2. Là, nous sommes dans une grande 3, pour laquelle je vous propose un sous-décompte, puis encore un sous-décompte, mais ça, j'y viens, c'est la dernière partie de la vidéo. Ensuite, vous avez le price to book. Donc là, on compare le prix du marché à ce que les entreprises ont vraiment dans leur bilan, la book value. Ce qu'elles détiennent réellement. Ce qu'on détient réellement,
c'est ce qui est détenu par nous-mêmes, exclusivement par nous-mêmes, et non pas par un tiers, par exemple une banque. D'accord, des fonds que nous devons rembourser. C'est ce qui est à vous concrètement. Marché est sur un record historique en termes de price to book. Et oui, le marché est sur un record historique en termes de price to book. Le price to sales, alors celui-là je l'aime bien, parce que vous savez, dans les comptes on peut gruger. Les comptes, ça se truc. On peut mettre une écriture ci, une provision là, ce qu'on veut. Le chiffre d'affaires, si une entreprise triche dans ce qu'elle reporte en chiffre d'affaires, elle prend un risque énorme. Parce que là, c'est difficile de se cacher. Donc j'estime que les ventes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tricher. Alors comparer le prix du marché aux ventes, c'est exceptionnel. Eh bien oui, le marché est revenu exactement à son record. De fin 2021. Le marché est revenu à son record de fin 2021. Donc le price, le PE Chiller, le price to sales sont revenus à leur record de 2021. Et maintenant parlons du Buffett Indicator, mais qui lui tire la sonnette d'alarme depuis tellement de temps qu'il en perd la crédibilité, mais quand même. Puisque selon Warren Buffett, nous sommes en bulle depuis un an, donc forcément, celui qui short depuis un an est mal. Donc c'est pas un argument suffisant. Et effectivement, avec une market cap totale qui représente 205% du PIB, avec une market cap totale qui représente 165% du PIB, plus le total des assets de la Fed, le marché est significativement surévalué. Mais il l'est depuis des mois. Et depuis des mois, le marché est bullish. Donc un marché peut être très cher, peut être survalorisé, mais rester en tendance haussière. Finalement, tant que l'analyse technique ne donne pas de signal de renversement, cette situation de cherté n'est pas un souci. Mais en réalité, peut-on vraiment faire la comparaison avec fin 2021 ? Le marché est-il si cher que cela ? En fait, il y a une difficulté. Les actions américaines du S&P 500, vous les avez sous les yeux. Elles sont réparties en 11 super secteurs. Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, pardon pour l'accent, énergie, finance, santé, industrie, la tech, les matériaux, l'IMO, les services publics. Concentrez-vous sur le secteur star, la tech, les stars de la tech, Nvidia, pour simplifier. Les stars de la tech représentent 32% de la modélisation, du calcul mathématique de l'indice S&P 500. Et en réalité, le S&P 500, effectivement, est très cher avec le PE Chiller, très cher en price to book, très cher en price to sales, très cher en PE régulier. Mais regardez où se concentre la valorisation excessive. Je viens donc de vous montrer que les valeurs de la tech pesaient 31,9% de l'indice. Et vous avez ici le détail des ratios de valorisation par secteur, tout vient de Guru Focus. Regardez où se trouve l'excès. Les stars de la tech, avec un PE Chiller de 59,80. 59,80. Donc en réalité, vous retirez le secteur de la tech de par son poids et sa valorisation excessive. Dans l'ensemble, le marché n'est pas du tout sur un excès de valorisation lorsque vous prenez la profondeur du marché. Donc, oui, le marché est globalement cher, mais ce sont les valeurs de la tech qui le sont. Et si les valeurs de la tech sont chères, c'est parce que c'est là où se trouvent les plus importantes perspectives de bénéfices. Maintenant, si vous faites pareil, une comparaison sectorielle, vous retrouvez ici, les données viennent de FactSet, les 11 super secteurs du S&P 500. Cette fois-ci, nous ne sommes plus sur le PE Chiller, mais nous sommes sur le PE Forward, où se trouve la valorisation excessive. Incroyable, les stars de la tech. Donc, le marché est cher, mais il est cher essentiellement à cause des valeurs de la tech. La profondeur du marché est certes bien valorisée, mais n'est pas sur une situation de bulle spéculative. Et la meilleure façon de regarder la profondeur du marché,
ici donc c'est le PE Forward Global, qui est quasiment à son sommet 2021, c'est de regarder la valorisation et de comparer les large caps avec les mid caps et avec les small caps. Regardez ici en termes de PE Forward, effectivement les large caps sont revenus quasiment à leur record de 2021, mais les mid caps et les small caps sont très très en deçà et sont même pas chères. Elles sont au milieu. Donc, est-ce que le traditionnel rallye de fin d'année est menacé par cette valorisation excessive? La réponse est non, du fait que cette valorisation excessive est complètement biaisée par le secteur de la tech. Voilà donc pour ma démonstration de première partie. Seconde partie, la prime de risque Trump, Donald Trump, comme disent nos grands amis anglo-saxons, est-elle épuisée? Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Trump Trade, la prime de risque de Trump. J'ai fait ici un screenshot exactement de la performance sectorielle. Donc encore une fois, les 11 super secteurs dans lesquels les actions du S&P 500 sont rassemblées. À une semaine après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Vous retrouvez en tête uniquement les secteurs dits America First. Tous ces secteurs sur lesquels le marché parie en se projetant sur des baisses d'impôts, de la dérégulation massive et des tarifs douaniers, des droits de douane, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe, qui viendraient défendre les industries américaines de type America First, la grosse industrie américaine. Et donc, on retrouve la tech. Ici, vous avez classement. Là, c'est parti, là, c'est classement global. La tech, l'industrie, surtout l'automobile, l'énergie, parce que Trump, il veut produire un max de pétrole, il est à fond pour le pétrole. La finance, parce que c'est la dérégulation massive. Le cours du Bitcoin, bon, c'est le grand gagnant de tout ça. Et derrière, le reste. Donc, la prime de risque Trump, elle est pour l'instant basée sur des choses extrêmement prospectives. Et après ces anticipations, alors la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle US a boosté le marché en se forgeant sur deux facteurs clés. Les baisses d'impôts à venir pour les entreprises et la dérégulation prospective de plusieurs secteurs de l'économie. Alors, au final, sur quoi pouvons-nous nous baser? Nous nous basons sur la première présidence de Donald Trump, qui a eu lieu entre 2016 et 2020. Alors, je vous laisse lire ce que j'ai mis ici à l'écrit. Parfois, je lis, parfois, je lis pas. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît toujours que je mette les choses à l'écrit ou si vous préférez que je les mette que à l'oral. Voilà, et parfois, personne n'est d'accord, donc je ne sais plus quoi faire. Bon, alors, lors de la première présidence de Trump, il y avait eu une baisse de l'impôt sur la société. Finalement, les annonces sont plus ou moins les mêmes. À l'époque, Trump avait mis en place une baisse d'impôt sur les sociétés, avait complètement dérégulé notamment le secteur de l'énergie, la finance et l'industrie manufacturière. Bon. Par contre, n'oubliez pas, à côté de cette rhétorique pro-croissance, pro-marché-action, pro-crypto de Donald Trump, n'oubliez pas la dimension guerre commerciale. Et là, c'est l'incertitude. Et oui, en face de ça, ça réagit. Qui vous dit que la Chine, l'Europe, va pas aussi mettre en place des droits de douane. C'est le principe d'une guerre commerciale. Ce qui pourrait finalement finir par... Des économistes sérieux ont fait le bilan de la politique de guerre commerciale de Donald Trump entre 2016 et 2020 et estiment qu'il y a eu soit un effet neutre en prenant les grosses métriques, soit légèrement négatif. Donc que cette guerre commerciale, sur cette période de 4 ans, ne se serait pas traduite par un surplus de croissance. Vous savez, une entreprise qui importe ses biens de Chine, qui a mis en place toute sa logistique basée sur ses importations de Chine, si d'un coup, les importations augmentent le coût des produits importés augmente de 60%, non seulement elle va se manger ça les premières semaines, les premiers mois, ensuite, tout l'argent qu'il va falloir investir pour mettre en place une chaîne logistique pour s'approvisionner aux États-Unis et non plus en Chine, tout ça peut, dans un premier temps, être nuisible. Donc, Trump parle beaucoup, il fait des annonces, des menaces, il chauffe la salle, mais nous verrons bien concrètement, je pense que son objectif est quand même d'arriver à des accords commerciaux. Et donc là, il met la pression en amont. Mais au fond, il aime bien les deals. Et je pense, mais c'est que mon avis, et nous allons en parler toute l'année 2025, si vous continuez de suivre mon émission, on va se diriger vers des accords commerciaux.
Donc les choses pourraient être un peu différentes. Par exemple, les actions européennes, je pense, à un moment ou à un autre, vont faire une remontada. Elles sont complètement survendues. J'en parlerai dans le Top Gun la semaine prochaine. Et je ne serais pas surpris que ça se reprenne prochainement et qu'on termine bien l'année sur les actions européennes. Le S&P 500 peut-il, malgré tout, vivre son traditionnel rallye de fin d'année? Alors, le rallye de fin d'année, ce n'est pas des mots, ce ne sont pas des verbes. Je sais que pour beaucoup, vous en avez assez d'entendre parler de ce concept. Ça repose sur rien. Je vous dis non, faux. Vous avez faux. Ça repose sur quelque chose d'hyper simple. Vraiment les bases de la statistique que nous avons tous fait à l'école. Certains de manière peut-être plus avancée en classe préparatoire. Je suis mon cas, 2 ans de classe prépa. J'en ai un souvenir horrible, mais bon, au moins c'est fait. Bref, il s'agit simplement de calculer. Alors pour ça, il faut un historique assez important. Il s'agit simplement de calculer une moyenne de performance sur la période de notre choix pour un indice boursier. Mais on peut faire ça pour une crypto-monnaie, pour une matière première, pour une paire de devises, ce que l'on veut. Statistiquement, je vous ai mis ici la performance moyenne du S&P 500, mois après mois, et je vous ai mis ici la performance moyenne du S&P 500, trimestre après trimestre. Et effectivement, les mois de novembre et décembre sont en moyenne les mois les plus performants pour l'indice S&P 500. Et effectivement, et c'est la même chose d'ailleurs pour le cours du Bitcoin qui a pleinement cette année exprimé sa saisonnalité, la victoire de Donald Trump n'a pas été le déclencheur de l'accélération, le déclencheur de la hausse, mais simplement un phénomène d'accélération d'un cycle haussier qui allait avoir lieu quoi qu'il arrive. C'est le principe du cycle de 4 ans de Bitcoin, mais bon, là je n'en parle pas dans cette vidéo. C'est le même raisonnement pour le S&P 500, où nous avons une performance bullish concentrée sur le 4e trimestre de l'année. Alors, le rallye de fin d'année exprime d'abord juste cette réalité mathématique. Je ne vais même pas utiliser le terme mathématique, on va dire réalité statistique, même si la statistique est une matière des mathématiques. Alors ensuite, le rallye de Noël, ça en général, ce sont des ajustements comptables, ou des achats dernière minute, ou l'euphorie de fin d'année, bref, le rallye de Noël, c'est plutôt quelque chose qui se concentre sur la 3e et 4e semaine du mois de décembre. C'est encore autre chose. Rallye de Noël et rallye de fin d'année sont 2 phénomènes différents. J'aurai l'occasion ces prochaines semaines de revenir sur ce concept du rallye de Noël. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça va concerner le S&P 500 ou les actions européennes qui ont pris vraiment une claque et qui sont, d'un point de vue technique, dans une situation de survente. Ça, nous allons bientôt le savoir. Dernière partie, S&P 500, analyse technique sur tous les horizons de temps, où je reprends donc comme chaque semaine mon décompte Elliotiste, l'aspect quantitatif et l'aspect sentiment sur le S&P 500. Alors, S&P 500, vous avez sous les yeux un graphique, une présentation qui vous expose en haut à gauche la représentation graphique en données mensuelles, en bas à gauche la représentation graphique en données hebdomadaires, et à droite la représentation graphique en données journalières. Comme d'habitude, je commence par les bougies japonaises en données mensuelles. Comme depuis de nombreux mois, je vous explique que la fin du bull market aura lieu lorsque vous aurez une divergence baissière en données mensuelles en zone de surachat. Nous sommes entrés en zone de surachat, mais il n'y a pas de divergence baissière. Il y en aura une, je pense, dans la seconde partie de 2025. Donc RAS sur le plan de l'analyse technique en données mensuelles. Et nous pouvons aussi bien sûr mettre à l'honneur l'Ichimoku, où le vrai signal bullish avait été donné ici, donc au printemps 2023, lorsque le marché avait redépassé sa Kijun, était venu s'appuyer et avait développé sa tendance haussière. Un système d'analyse qui, quelles que soient ses classes d'actifs, continue de démontrer sa performance, son efficacité. Alors, nous sommes donc dans le cadre d'un compte Elliotiste donc en 5 temps. Alors, le marché construit depuis le début août sa vague 5, une première vague 1 ici, une 2 en 3 temps, une grande 3, une 4, et nous sommes donc dans une 5.
Cette cinquième vague, je la vois se terminer en 2025. Cette cinquième vague a un objectif usuel qui représente 0,618 d'extension du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4 et qui me donne une cible à 6500 points. Cette cible des 6500 points, je la vois pour l'année 2025 et donc absolument pas cette année. Maintenant, où en sommes-nous? Cette cinquième vague, le principe d'une vague d'impulsion numéro 5, c'est qu'elle se sous-décompose en 5 temps, à l'intérieur de laquelle nous avons un premier temps, un deuxième temps. La grande 3 est en cours, elle-même se sous-divisant en sous-vagues. Une petite 1, une 2, une 3. Et nous sommes peut-être là dans, et je résume, en train de faire la 4, de la 3, de la 5. La petite 4, de la 3, de la 5. Cette approche, donc, est la bonne, tant que le marché se maintient au-dessus des 6500, des 6930 points, 6930 points, et donc continue de développer son cycle de creux et de sommet ascendant. Je reprendrai bien sûr tout ça. Si le marché devait casser 5930 points, la 3 sera peut-être déjà finie, nous serons peut-être dans une 4, à voir, mais pour l'instant, je pense que nous avons une sous 1, une sous 2, et que là, nous sommes en train donc de construire la grande 3, à l'intérieur de laquelle on a donc une sous 1, une sous 2, une sous 3, donc voilà, et je continue comme ça le développement de mon décompte, donc tendance haussière, tant que le marché se maintient au-dessus des 5930 points sur le S&P 500. Y a-t-il une alerte d'un point de vue quantitatif? J'utilise pour ça le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, et pour le moment, non, nous ne sommes pas dans une situation de surachat quantitatif. Et d'ailleurs, c'est la même chose que vous regardiez le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, ou le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, ou le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Cependant, attention en termes de sentiment du marché. J'utilise pour ça les données de l'Association américaine des investisseurs particuliers, le AAII, le réservoir des acheteurs, c'est à nouveau beaucoup rempli. Donc je ne serai pas... Alors, le réservoir des vendeurs l'est aussi, mais le réservoir des vendeurs est sous sa moyenne, alors que le réservoir des acheteurs est 10 points de pourcentage au-dessus de sa moyenne. Je ne serais donc pas surpris que le marché temporise un peu, ou, regardez, impulsion orange, retracement, le marché peut faire son retracement et repartir ensuite. En tout cas, voilà, ça reste bullish au-dessus de 5930. Je ne serais pas surpris qu'on fasse ça et que ça parte ensuite, mais en tout cas, quand j'enregistre cette vidéo, eh bien, la structure technique des creux et des sommets ascendants n'est pas bouleversée pour le moment sur l'indice S&P 500. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et moi, je vous remercie, comme chaque lundi, de m'avoir écouté. Merci.